Bonjour à tous. Bon après-midi, bien entendu. Mesdames, messieurs, mes sœurs, mes frères, en vos grades et qualités. Donc, nous allons travailler aujourd'hui sur l'art et la maçonnerie. Je vous demanderai de ne pas oublier de rallumer vos téléphones à la fin de cette présentation. Et je vais vous dire pourquoi je crois que l'art, c'est quelque chose que je répète souvent dans les conférences, mais je crois que l'art est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, dans ce monde complètement fou dans lequel nous vivons, anarchique, social, sociétal, je crois que l'art, et principalement le pictural, permet d'avoir une fenêtre d'oxygène et de pouvoir respirer. Et surtout, ce que je crois, c'est que ça doit être une réflexion qui doit être transmise aux enfants. Parce que je pense que les enfants, quand ils écoutent quelque chose, j'en ai demandé à quelques-uns, ils croient la personne qu'ils ont en face, ils croient que c'est la vérité qu'on leur dit. L'art, un tableau, c'est la vérité absolue. Ce n'est pas quelque chose qui va changer tous les 3 ans d'un côté, de l'autre, revenir. Bien, j'ai le plaisir de vous présenter Geneviève Furnemont, conférencière, auteure, et Nathalie Kaufmann, qui est également conférencière, auteure. Elles vont toutes les deux s'exprimer sur des sujets qu'elles vont vous dévoiler. Vous n'avez pas peur de poser des questions au fur et à mesure si quelque chose vous semble, je dirais, un petit peu abscon. Merci à vous tous. Et nous allons commencer par Madame Geneviève Furnemont, que tout le monde connaît presque à Toulouse. Alors, bonjour à tous. Nous faisons en même temps, pendant que Christian vous parle, quelques petites manipulations informatiques pour que les images de Nathalie vous arrivent. Alors aujourd'hui, est-ce qu'éventuellement on peut éteindre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas trop loin des interrupteurs? Comme ça, vous verrez un petit peu mieux ce qui se passe sur l'écran. Voilà. Oui, c'est mieux. Alors, l'idée, c'était un petit peu la même idée il y a 2 ans, pour ceux d'entre vous qui étaient là, c'est de vous présenter un artiste qui a été, ou tout au long de sa vie, ou pendant une période, franc-maçon. Donc l'année dernière, j'avais présenté plusieurs artistes et je voudrais rendre hommage à Nathalie qui est à côté de moi parce que c'est elle qui a écrit l'ouvrage le plus pertinent sur les artistes et la franc-maçonnerie. Alors cette année, j'ai pris un petit peu plus de recul et je n'ai évidemment pas choisi l'artiste que je vais vous présenter au hasard. C'est un franc-tireur, c'est un homme étonnant qui est assez peu connu en France. Il est belge et il s'appelle Félicien Rops. Alors certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà et d'autres non. Alors je vais commencer. Vous avez sous les yeux un petit dessin qui vous montre déjà les caractéristiques du personnage. C'est quelqu'un qui est très caustique et qui va aussi avoir une manière un petit peu particulière d'interpréter ses engagements intellectuels. Alors, la première chose que l'on pourrait se poser, puisque pour la plupart d'entre vous, je pense que vous ne connaissez pas cet artiste, c'est de savoir qui est Félicien Rops. Alors, juste une petite minute, parce que la position dans laquelle je suis est particulièrement inconfortable. Vous l'avez constaté, je ne sais pas comment me mettre. Alors, avec l'ordinateur sur les genoux, ça ne fonctionne pas bien. Et là, je vais être plié en 2. On va essayer. Hein ? Voilà, désolé pour ces petits aménagements un peu bizarroïdes.
Alors Félicien Rops, effectivement, si nous reprenons sa vie, il est né à Namur et il est né en 1833. Il est mort dans la banlieue parisienne en 1898. Donc on est, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'histoire de la franc-maçonnerie, ce que je crois, on est dans une période de grand bouleversement par rapport à la franc-maçonnerie et nous allons en reparler. Son papa produit, commercialise des tissus imprimés et du coup, il va enseigner à son fils ses passions, la passion de la décoration, la passion de la musique et la passion de l'horticulture, ce qui est assez vaste. Et à la fin de sa vie, Félicien Rops, qui va hériter du goût pour l'horticulture de son père, va se consacrer à tout cela. Et le tableau que vous avez sous les yeux n'est pas du tout un tableau de Félicien Rops. Félicien Rops n'a jamais fait des choses aussi douces et aussi bucoliques. C'est un tableau d'un peintre impressionniste belge qui s'appelle Theo van Rysselberghe, mais ça représente la propriété de Félicien Rops dans l'actuelle Corbeil-Essonnes, qui ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là. Félicien Rops, en tant que fils de bourgeois et par rapport au poids de l'Église catholique en Belgique, va être scolarisé chez les jésuites et il est scolarisé au collège Notre-Dame de la Paix, dont dépend une église baroque, Saint-Ignace, qui s'appelle maintenant l'église Saint-Loup. Et son père, pour compléter sa formation, va aussi demander à des professeurs privés de venir chez lui pour parfaire la formation de son fils. Et Félicien Rops va quitter sa ville d'origine, qui est Namur. Il va quitter Namur quand il a 18 ans pour entamer des études supérieures. Vous avez ici une jolie vue de Namur. C'est une très jolie ville qui est construite au bord de la Meuse et qui est dominée par une magnifique citadelle. Il va s'inscrire à l'Université libre de Bruxelles. Il va commencer des études de philosophie et il va rejoindre, dans un tout premier temps, non pas la franc-maçonnerie, même si ça va arriver assez vite, il va rejoindre un cercle littéraire. Et ce cercle littéraire s'appelle Les Joyeux. L'écrivain Charles de Coster est le patron de cette confrérie et parallèlement à ses études de philosophie, à cette confrérie littéraire, Félicien Rops va participer à l'atelier de Saint-Luc, c'est-à-dire à un atelier de peinture. Cet atelier de peinture est dirigé par Ernest Slingeneyer, qui va lui mettre le pied à l'étrier. Ce sont beaucoup d'artistes novateurs à cette époque-là, puisque au milieu du 19e siècle, on est plutôt dans une peinture réaliste et on n'a pas encore sauté le pas ni de l'impressionnisme ni du symbolisme. Ici, vous avez quelque chose qui s'approche dangereusement, pourrais-je dire, de la peinture symboliste. Alors s'il assiste à toutes ces réunions et s'il picore un petit peu partout, il est aussi, vous l'avez vu dans les photographies, il est très jeune, il est très beau, il est très drôle et même s'il est inscrit à l'université, sa préoccupation, c'est absolument pas de décrocher un diplôme. Ça va être sa préoccupation mineure. Mais tout cela va effectivement donner un jeune homme qui va s'intéresser à tout. Et ses premières œuvres, ce sont des caricatures. Et en 1858, il a 25 ans et il va taper très très fort. Il va faire cette œuvre qui s'appelle la médaille de Waterloo. C'est une charge contre les Belges qui arborent la médaille de Sainte-Hélène. La médaille de Sainte-Hélène, elle vient d'être promulguée. Elle est considérée comme la première médaille commémorative française et elle est destinée à être attribuée à ce moment-là à tous les combattants français et étrangers, mais qui ont combattu sous le drapeau français de 1792 à 1815. Et Félicien Rops va se moquer d'une façon très virulente de cette médaille de Waterloo. Ça va lui valoir une provocation en duel d'un des fils des barons d'Empire qui avait fait, bien sûr, la bataille de Waterloo. Et ensuite, nous allons y revenir tout à l'heure. La carrière de Félicien Rops, c'est une carrière très très importante d'illustrateur des plus grands noms de la littérature à cette époque-là, et pas juste un illustrateur qui fait des dessins et qui va les donner à un graveur. Vous le voyez ici, c'est un de ses amis qui a fait ce tableau. Félicien Rops est dans son atelier et il grave lui-même. Il va devenir aussi un des spécialistes de l'eau forte en étant un fabuleux dessinateur.
Et un de ses ouvrages majeurs, ce sont des illustrations pour Mallarmé. Et ensuite, une autre chose que je voulais vous montrer et vous dire par rapport à Félicien Rops, c'est qu'en mars 1885, il va être admis avec Anna Bock, qui est une peintre impressionniste belge, il va être admis dans ce qu'on appelle le groupe des vins. Alors pas le vin à boire, hein, le vin comme le chiffre. C'est un groupe qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais Anna Bock en faisait partie. Elle est l'héritière de la famille Villeroy et Bock, que vous connaissez. Elle a été peinte par Theo van Rysselberghe, qui avait fait aussi le jardin de Félicien Rops, et vous la voyez ici avec son matériel dans son atelier. Et le groupe des vins, il est extrêmement important dans le contexte de la fin du 19e siècle, parce qu'ils vont promouvoir les avant-gardes, et ce sont les seuls avec Anna Bock qui s'intéressent à Van Gogh. Et au moment où Van Gogh va se suicider, ils sont en train d'organiser la première grande exposition de Van Gogh. Et c'est le groupe des vins qui a acheté le seul tableau que Van Gogh ait vendu de son vivant. C'est La Vigne rouge. Donc c'est vraiment des gens qui sont tout à fait dans le vent et qui essayent vraiment de promouvoir une nouvelle peinture. Et Félicien Rops fait partie de ce petit groupe. Et la première œuvre qu'il va exposer pour le groupe des vins, elle est pas mal non plus, c'est une tentation de Saint-Antoine. Alors on aurait pu refaire la filiation de toutes les tentations de Saint-Antoine depuis Jérôme Bosch. Celle-là quand même, elle vaut son pesant de cacahuètes, comme vous pouvez le constater. Alors Félicien Rops est persuadé que le monde est dominé par deux choses, la prostitution et la folie. Et c'est évidemment ça qu'il va représenter aussi dans ses dessins qui, pour la plupart, vous le voyez, sont assez significatifs et assez cruels. Alors ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre les liens de ce jeune homme avec la franc-maçonnerie. Félicien Rops est devenu membre de la loge maçonnique namuroise qui s'appelle la Bonne Amitié et il est devenu membre le 1er juillet 1861. Alors cette loge existe toujours sous une autre forme. On va parler aussi un peu de la franc-maçonnerie en Belgique. Et à l'heure actuelle, la loge n'est pas celle dans laquelle Félicien Rops est rentré, mais à Namur, vous avez, c'était l'occasion de vous la montrer, une grande salle du temple avec 10 colonnes d'obédience égyptienne, avec un plafond constellé d'étoiles et un pavement en damier. Elle fait partie des loges dans leur décoration les plus anciennes et les plus spectaculaires en Europe. Et le jour où Félicien Rops rentre dans la loge maçonnique namuroise, il y a un autre jeune homme qui est là et qui est apprenti en même temps que lui, et vous en avez tous entendu parler, il est français, lui, et c'est Pierre-Joseph Prudhon. Donc il va avoir après Prudhon la carrière qu'on lui connaît, une carrière de journaliste, d'économiste, de philosophe, de polémiste aussi, et il est le seul théoricien au XIXe siècle, si on le resitue dans son contexte, il est le seul théoricien révolutionnaire à être issu du milieu ouvrier. Ce qui permet de replacer aussi toutes ces idées avec cet éclairage. À ce moment-là, Prudhon définissait la franc-maçonnerie comme une association d'hommes unis par une certaine communauté de principes. Je le cite juste. À ce moment-là, ils sont tous les deux très jeunes, et quand Félicien Rops rentre dans la franc-maçonnerie, il a 28 ans. Et il a déjà fait des dessins comme celui-ci, qui s'appelle « Un dîner daté ». Je ne sais pas si vous avez si vous voyez assez bien le titre sur l'écran, « Un dîner daté » des apostrophes, bien évidemment. Alors, s'il rentre à la loge maçonnique namuroise en 1861, c'est une ascension éclair, ça n'existe plus à l'heure actuelle. Il deviendra compagnon en mars 1962 et maître en juillet 1862, c'est-à-dire une ascension extrêmement rapide. Et ensuite, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. On perd la trace de Félicien Rops dans sa loge et dans la franc-maçonnerie belge en général. Une des raisons à cela, au départ, beaucoup de gens ont dit eh bien, il est parti de sa loge. On n'a pas non plus la trace du fait qu'il soit parti. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les archives des loges namuroises ont été pillées par les nazis
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc on n'a absolument pas de traces de ce qui s'est passé. Il s'est vraisemblablement mis en sommeil, à cette époque-là on disait en congé, parce qu'en 1907, un bulletin du Grand Orient de Belgique annonce une tenue en souvenir de Félicien Rops. Il n'y avait pas vraiment de raison qu'on fasse une tenue en son souvenir s'il avait quitté définitivement la loge dont il faisait partie. Alors la franc-maçonnerie en Belgique, elle s'est implantée de façon assez ancienne. La franc-maçonnerie s'implante sur le territoire de ce qui n'était pas encore la Belgique vers 1721, c'est-à-dire très tôt. Et dans la principauté de Liège, qui jouxte celle de Namur, la première loge s'appelait la Nymphe. Elle a été fondée dans le petit village de Chaudfontaine, qui est célèbre pour ses sources, et qui est le village où j'ai vécu pendant 25 ans. Et cette loge a été fondée en 1749. Et il nous reste même, dans les traces de la franc-maçonnerie au XIXe siècle, des services de table. Vous avez sous les yeux une extraordinaire soupière qui a été réalisée en faïence pour la loge de la Parfaite Intelligence à Liège et qui date du tout début du XIXe siècle. Donc on affichait son appartenance à la loge de la Parfaite Intelligence au cours de dîner. Alors avec la naissance du Royaume de Belgique, 1830, une fois qu'on a créé la Belgique telle qu'elle existe maintenant, en 1833, le Grand Orient de Belgique va se développer parce qu'il est soutenu par Léopold Ier. Et Léopold Ier, il a vraisemblablement été initié, pas en Belgique, mais à Berne en 1813. Et au moment où Félicien Rops, lui, navigue dans ce milieu-là, eh bien, la franc-maçonnerie, en Belgique comme en France, elle est en plein bouleversement. Elle est aussi en train de s'ouvrir aux femmes. Et là, on retrouve la figure, on en avait parlé un petit peu l'année dernière, on retrouve la figure de Maria de Rheims. Maria de Rheims va être initiée dans la loge française des libres penseurs et elle va créer, avec Georges Martin, que vous voyez ici, une obédience maçonnique qui est pour la première fois mixte et qui est le droit humain. Et tout à l'heure, je vous ai montré un tableau de Theo van Rysselberghe qui montrait le jardin de Félicien Rops. Maria de Rheims était la voisine à Paris de Pissarro, dans la banlieue de Paris de Pissarro. Et Pissarro a fait un très joli tableau où il représente Maria de Rheims dans son jardin. Donc tous ces gens-là avaient aussi des contacts avec les artistes de cette époque-là. Et très très vite, la Ligue belge des droits des femmes va inviter Maria de Rheims à Bruxelles. Ça va lancer le mouvement. Il y aura des obstacles, bien sûr, nous le savons tous, mais ça va entraîner les premières loges dans les fédérations belges du droit humain et les premières loges mixtes à cette époque-là. Alors, que fait notre Félicien Rops dans tout cela ? Peut-être que certains d'entre vous vont être un petit peu perturbé par ce que je vais vous montrer. Voilà, ça y est, Nathalie a déjà rigolé. C'est parfait. Félicien Rops a une manière très particulière d'interpréter les trois piliers que vous trouvez dans les temples. Voilà. Donc c'est son image de la sagesse, de la force et de l'harmonie. Alors ça nous prouve à nouveau que ce jeune homme-là est là pour bousculer les tabous de son époque, la bienséance de son époque aussi, et que rien ne lui fait peur. Et une autre raison qui fait que vraisemblablement Félicien Rops n'a pas nécessairement quitté sa loge, il devait avoir quelques tensions forcément, mais à l'heure actuelle, une cinquantaine d'œuvres de Félicien Rops, de dessins, peut-être pas aussi fort que celui-ci, mais une cinquantaine d'œuvres de Félicien Rops sont en dépôt dans la loge de la Bonne Amitié François Bovès, qui fait partie du Grand Orient de Belgique. Ils ont publié un livre uniquement sur leur fonds propre d'œuvres de Félicien Rops qu'ils prêtent éventuellement pour des expositions. Alors à côté de cela, Félicien Rops a aussi eu une vie
tumultueuse. Et cette vie tumultueuse, c'était l'occasion de vous en parler. Une épouse qui s'appelle Charlotte Paulet de Favaux. Elle est fille d'un des juges du tribunal de Namur, donc c'est une assez belle union. Ils se connaissent depuis l'université. Ils vont s'installer dans une magnifique maison au rond-point de l'avenue Louise, donc une des plus belles artères de Bruxelles. Et elle va hériter d'un petit château qui s'appelle le château de Tauzé, et c'est un grand domaine dans lequel elle invite régulièrement ses amis. Félicien Rops adore y aller, on est dans une jolie nature, et celui qui vient s'installer très souvent à leur table et qui discute avec Félicien Rops, c'est Charles Baudelaire, qui est un de ses amis les plus proches. Alors les infidélités de Félicien Rops vont très vite provoquer la fin de son mariage. Souci des convenances, Charlotte refuse bien sûr de divorcer, mais elle réclame séparation de vie et séparation de biens. Alors il va aller s'installer à Paris et à partir de 1876, il s'installe chez deux sœurs qui sont des créatrices de mode et qui s'appellent Léontine et Aurélie Duluc. Et elles vont rester, toutes les deux, ses maîtresses et compagnes pendant 30 ans. Et il va avoir des enfants avec l'une et avec l'autre. Alors il va avoir effectivement une petite fille avec Léontine et il va mettre en scène évidemment ce délicieux ménage à trois en faisant des dessins qui préfigurent l'Art nouveau. C'est délicieusement végétal, c'est un petit peu plus intéressant que les affiches d'Alphonse Mouchat. Et c'est une délicieuse ode à la fessée, comme vous pouvez le constater. Il y en a certains qui poussent aussi le bouchon un petit peu plus loin, et je suis restée sage aujourd'hui. En 1870, Léontine a donné naissance à une petite fille, Claire, que Félicien Rops va adorer. Il avait eu 2 enfants avec sa femme officielle. Il va lui donner une excellente instruction et elle épousera un des plus grands écrivains belges aussi, Eugène de Molder. Alors je vous l'ai dit, nous sommes ici pour parler des artistes francs-maçons, mais on est aussi dans le salon du livre. Alors on ne pouvait pas envisager toute la carrière de Félicien Rops. Je voulais vous parler essentiellement de sa carrière d'illustrateur, vous montrer quelques exemples si vous les croisez chez des bouquinistes. Il a illustré beaucoup pour un éditeur français qui s'appelle Poulet-Malassis et qui va venir s'installer à Bruxelles. Il va réaliser les frontispices des bas-fonds de la Société d'Henri Monnier. Il va illustrer, puisque c'est son ami, la version des épaves de Charles Baudelaire, toujours dans cette veine symboliste où les squelettes ont évidemment beaucoup de place. Il va participer à l'illustration des Jeunes France de Théophile Gautier, petites histoires et petits récits goguenards de Théophile Gautier. Il va illustrer également Gamiani d'Alfred de Musset, et dans Gamiani, il va reprendre une partie de ce qu'il avait fait à partir des 3 piliers que vous avez vus tout à l'heure. Et il va également illustrer Vivant de Nom. Vivant de Nom est très célèbre parce qu'il y a toute une partie du Louvre qui lui est dédiée. Vivant de Nom, c'est l'archéologue qui a fait partie de l'expédition en Égypte de Bonaparte. Mais quand il est rentré, une fois qu'il a été presque déifié par rapport au grand pas qu'il avait fait faire à l'égyptologie, il a aussi écrit quelques petits romans légers qui n'ont pas échappé à Félicien Rops et que Félicien Rops a illustré lui aussi. Alors c'est un illustrateur, c'est un graveur et c'est un merveilleux dessinateur. Il a utilisé toutes les techniques. Il utilise le crayon, le pastel, la détrempe. Il utilise aussi la gomme en tant qu'outil de dessin pour estomper certaines choses. Et un de ses dessins les plus célèbres, vous l'avez sous les yeux, il date de 1879 et il s'appelle Pornocrates. Et dans une de ses lettres, il en parle et il dit « Ma pornocratie est faite. Ce dessin me ravit.
Je voudrais te faire voir cette belle fille nue, chaussée, gantée et coiffée de noir, soie, peau et velours, et les yeux bandés, se promenant sur une frise de marbre, conduite par un cochon à queue d'or à travers un ciel bleu. 3 amours disparaissent en pleurant. J'ai fait cela en 4 jours dans un salon de satin bleu, dans un appartement surchauffé, plein d'odeurs, où l'opopanax et le cyclamène me donnaient une petite fièvre salutaire à la production et même à la reproduction. On imagine, hein? On imagine. Alors les critiques vont être assez virulentes pour certains, et puis d'autres vont dire, avec Pornocrates, nous assistons à l'avènement en art d'une femme contemporaine, arrogante, parée et impitoyable, que glorifie Félicien Rops. C'est aussi un homme délicieusement épistolaire. Si vous avez l'occasion de tomber sur sa correspondance, ne vous privez pas. Ça enlève toutes les zones d'ombre. C'est une correspondance qui est pleine d'humour, mais aussi de sensibilité. C'est un homme particulièrement fin. Et il nous a laissé entre 4000 et 5000 lettres. C'est une des correspondances les plus originales du XIXe siècle. Et dans cette correspondance, il explique son travail et il dit « Je tâche tout bêtement et tout simplement de rendre ce que je sens avec mes nerfs. » Et je vous ai parlé de la vigne rouge tout à l'heure. Effectivement, le rapport à Van Gogh, même s'il n'y a pas de rapport artistique direct, c'est un rapport de mentalité et de sensibilité de cette époque-là. Il dit « Je cherche et je tâche de faire ce que je vois avec mes yeux, et c'est là toute ma théorie artistique. J'ai encore un autre entêtement, c'est celui de vouloir peindre des scènes et des types de ce XIXe siècle que je trouve très curieux et très intéressants. Les femmes y sont aussi belles qu'à n'importe quelle époque, et les hommes sont toujours les mêmes. Et de plus, l'amour, des jouissances brutales, les préoccupations d'argent, les intérêts mesquins ont collé sur la plupart des faces de nos contemporains un masque sinistre où l'instinct de la perversité, dont parle Edgar Poe, se lit en lettres majuscules. Tout cela me semble assez amusant et assez caractérisé pour que les artistes de bonne volonté tâchent de rendre la physionomie de leur temps. Et petit à petit, c'est vraiment quelqu'un qui a fait une chronique d'une partie de la société dont on parle assez peu en peinture. Alors certains d'entre vous ont peut-être entendu parler, elle vient de commencer, au musée d'Orsay à Paris. Il va y avoir pendant tout l'hiver une exposition qui est consacrée au critique d'art Karl Joris Huysmans. Et ils ont fait toute une sélection d'œuvres. Et pour communiquer autour de cette exposition, le musée d'Orsay, tous les jours, poste un des tableaux et ils ont décidé, avec le cinéaste Francesco Vezzoli, qui a fait la scénographie de l'exposition, ils ont décidé d'associer ça à une chanson. C'est une thématique assez originale dans les grandes institutions parisiennes qui sont d'habitude beaucoup plus sérieuses. Et donc hier, ils ont posté, à mon grand bonheur, La femme au lorgnon de Félicien Rops, et ils ont mis là-dessus les mots de Barbara. Juste un petit extrait. Elle parle évidemment de Rimbaud et de Baudelaire. Et elle dit « Il buvait de l'absinthe comme on boirait de l'eau. L'un s'appelait Verlaine et l'autre c'était Rimbaud. Pour faire des poèmes, on ne boit pas de l'eau. Toi, tu n'es pas Verlaine et toi, tu n'es pas Rimbaud. Mais quand tu dis « je t'aime », oh mon Dieu que c'est beau, est bien plus beau qu'un poème de Verlaine ou de Rimbaud. Merci beaucoup. Alors après ce magnifique exposé, ça va être difficile
de reprendre la parole. Surtout que j'ai eu un petit problème, je n'ai pas les images, mais ça n'est pas grave, parce qu'en fait, vous allez pouvoir les faire vous-même et rêver vous-même autour de ce dont je veux vous parler, à savoir les voyages. Et plus particulièrement, compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons, bien sûr, les voyages initiatiques. Donc, vous ferez vous-même les images, en projetant peut-être des choses que vous avez vécues ou en imaginant ce que vous souhaiterez et quelles que soient les références auxquelles vous irez trouver votre bonheur. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le voyage? Alors le voyage peut être évidemment à l'image de notre vie, laquelle n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors comme dans tous les voyages, il y a un départ et une arrivée. Et parfois même pour la vie, il y a une arrivée et un départ. Donc le voyage, c'est aussi le moyen d'acquérir de nouvelles connaissances, de sortir de son territoire, de connaître l'autre, les autres, de s'ouvrir. Car nous le savons peut-être mieux que d'autres encore, l'être se constitue par transformation, par métamorphose successive. Et la rencontre avec des paysages ou avec des êtres, comme on vient de le vivre là avec Félicien Rops, nous permet aussi de nous transformer. Alors, quel rôle peut-on assigner au voyage quand on est franc-maçon? Ne doivent-ils pas nous emmener vers une dimension spirituelle supérieure? Quoi qu'il en soit, tout voyage est une aventure qu'il se déroule sur des kilomètres ou dans un temple. Où que nous soyons, nous cherchons toujours la lumière. Un des buts du voyage est une quête. Et là, il y a une chose intéressante, c'est que l'homme part toujours chercher quelque chose, soit qu'il a perdu, soit qui est caché. À ce titre, Vitriol est une excellente définition. Visite l'intérieur de la terre et tu trouveras la pierre cachée. Le voyage aussi est une méditation autour de ce qu'il faut chercher. Et la quête l'est bien plus d'ailleurs. Alors, quelques exemples de quêtes. Notamment, la première, elle m'émeut d'autant plus que c'est le premier des écrits de l'humanité. C'est effectivement l'épopée de Gilgamesh. Dès que l'homme a su écrire, il a raconté cette histoire. Et qu'est-ce que nous raconte Gilgamesh? Gilgamesh, c'était donc en Mésopotamie un roi cruel, plein de pouvoir, très dur avec ses sujets, lesquels vont se plaindre aux grands dieux. Alors les grands dieux vont dire, bon, on va le calmer, et il lui envoie un ennemi, Enkidu. Le problème, c'est que, ou pas le problème d'ailleurs, c'est qu'ils vont devenir très amis. Et ensemble, ils vont parcourir les territoires et tuer les monstres. Mais ils ont été tellement loin dans la violence que les dieux vont les punir et Enkidu va mourir. Et à ce moment-là, Gilgamesh va prendre conscience de sa qualité d'homme, et la mort de son ami va le faire réfléchir. En fait, après la mort, qu'elle soit symbolique ou non, il y a une renaissance qui nous permet de renaître, mais à un niveau supérieur. Et donc, Gilgamesh, après la mort de son ami, se dit « Je vais aller chercher l'introuvable, la fleur de l'immortalité ». Il va traverser des frontières, traverser des montagnes, traverser des fleuves, des choses absolument impraticables. Il va passer par les 4 éléments et à ce moment-là, il va trouver cette plante d'immortalité. Il décide donc de rentrer chez lui et en route, un serpent lui vole la plante. Il revient à Uruk et en fait, ça n'est plus le même homme. Finalement, il n'a plus tellement envie de retrouver l'immortalité et il va devenir un roi assez merveilleux, construire des remparts et protéger sa ville. Comme quoi, le voyage et la mort vont lui être, lui permettre de passer à un stade supérieur de conscience. Alors, une quête qui, cette fois-ci, est complètement ratée, c'est celle de Jason. On connaît tous l'histoire de Jason et la toison d'or. Donc, Jason va partir chercher cette toison. Mais je voudrais juste vous dire une petite chose, anecdotique, mais très intéressante à mon avis. Son voyage, en fait, il doit le faire, et à cause d'un détail qui peut nous paraître très évocateur. C'est parce qu'il n'avait qu'une seule sandale, que son pied gauche était nu, que Jason a été contraint de partir à la recherche d'un talisman perdu, à savoir cette fameuse toison d'or.
un pied déchaussé avant un grand voyage, ça peut peut-être rappeler quelque chose à certains. Donc voilà l'histoire. Pélias, qui était le roi de cette ville qui s'appelle Iolcos en Thessalie, avait en fait volé le trône de son demi-frère. Alors la mythologie, c'est toujours compliqué, les liens familiaux. Donc le demi-frère de Pélias, le roi, était le père de Jason. Et donc il a en fait pris le trône. Et l'oracle lui avait dit qu'un homme chaussé d'une seule sandale lui prendrait le trône. Alors j'ai cherché, je dis mais pourquoi une seule sandale? Et voilà ce que j'ai trouvé qui me paraît assez intéressant. Que ce soit un initié à la veille ou lors d'une initiation, que ce soit un guerrier affrontant la mort ou un usurpé reprenant ce qui lui appartient de droit, la position des unéchaussés témoigne de l'instabilité dans laquelle il se trouve. Et en plus, on sait tous que la chaussure est le symbole du voyageur. Donc, Jason va arriver à récupérer la toison d'or, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il ne va y parvenir que grâce à l'aide de Médée. Médée, ce n'est pas quelqu'un qu'on associe à beaucoup de gentillesse. D'ailleurs, la peinture s'en est servie. Delacroix fait un magnifique Médée furieuse. Alors, il va s'aider de Médée parce que Médée est magicienne. Et elle va faire un filtre et des produits qui font que le dragon qui protégeait la toison, eh bien, il va s'endormir. Et Jason va récupérer la toison et revenir victorieux. Victorieux, oui, mais a-t-il vraiment réussi sa quête? Et voici ce que Paul Diel, le psychologue et psychanalyste qui a beaucoup écrit sur les mythes grecs, raconte. Et là, ça devient très intéressant. Vous allez voir. Voilà ce qu'il écrit. Peu confiant en ses propres forces, Jason se lie avec la fille du roi Colchos, Médée, la magicienne. Le choix est perversement déterminé par un calcul intellectuellement utilitaire. La magicienne règne sur les forces terrestres à l'aide de la puissance démoniaque. C'est précisément cette forme de domination que Jason aurait dû éviter avant tout. En succombant au charme de la magicienne et à la tentation de profiter de son secours, Jason s'apprête à s'assurer le règne et la domination à l'aide des forces démoniaques du subconscient et non pas grâce à des forces, et non pas grâce au combat de purification. À partir de cette résolution, l'entreprise s'avère fatale. Et effectivement, ça va très mal se finir pour Jason. Il a raté sa quête, il va être d'une certaine manière puni. À un moment, il va vouloir quitter Médée et épouser une autre femme. Médée, furieuse, va offrir à cette femme une robe qui va la brûler et elle va mourir. Et pour être sûre de ne plus avoir aucun contact avec Jason, elle va, cet épisode qu'on connaît, elle va tuer leurs propres enfants. Donc, Jason est tellement désespéré. Alors là, deux versions sur sa mort. Soit il se suicide quand il apprend la mort de ses enfants, soit c'est la proue de son célèbre bateau, l'Argo, où il était avec les Argonautes, qui va tomber sur lui et l'anéantir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le nom de ce vaisseau. L'Argo, ça veut dire le blanc, le pur. Or, Jason a trahi. Donc, ça n'est pas étonnant s'il meurt de son propre bateau. Et on s'aperçoit que bien souvent, l'ennemi du dedans nous empêche d'arriver à nos fins. Et notamment Moïse, dans son voyage, il erre pendant 40 ans dans le désert, mais lui, en conduisant son peuple, bien qu'il l'ait libéré de l'esclavage, lui ne mettra pas un pied sur la terre promise parce qu'il a offensé Dieu par son caractère et ses colères. Donc si on veut réussir son voyage, et surtout son voyage initiatique, déjà combattre l'ennemi du dedans. Alors, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que, c'est pour ça que j'aurais envie de dire aussi, nous sommes les gardiens d'un très ancien secret. Tous les voyages initiatiques précèdent effectivement un changement ontologique de notre être. Et on s'aperçoit que les premières initiations qui nous sont connues, donc les initiations grecques et latines, procédaient aussi par des voyages à travers lesquels on passait par 4 éléments. Alors maintenant, je voudrais revenir sur chacun de ces éléments et revenir un peu sur ce qu'ils peuvent signifier et symboliser. Alors, quand nous sommes profanes et qu'on frappe à la porte du temple, on sait qu'on va embarquer pour un grand voyage. Alors profane, ça veut dire quoi?
profanum, ça veut dire celui qui est devant le temple, avec ou sans chaussures. Donc, le périple commence la nuit et on est admis aux épreuves antiques figurées par les 3 voyages qui doivent nous mener vers la lumière. Et on s'aperçoit que ce soit Gilgamesh ou Jason, ou même les hommes, l'humanité, elle part toujours des ténèbres pour aller vers la lumière. Parce que ces voyages ont un sens moral et philosophique puissant. Mais elles remontent très très loin, donc, à l'Antiquité. Voici ce que le philosophe grec Empédocle disait des 4 éléments. La terre qui nous porte et nous nourrit, l'air que nous respirons, l'eau qui nous désaltère, le feu qui nous réchauffe. Premier élément, chaos primordial, matrice qui conçoit les sources, les minerais, les métaux, la terre possède aussi une fonction maternelle. Voilà ce qu'on dit de Gaïa, la terre au large flanc, assise à jamais offerte à tous les vivants. La terre, elle est formée dès que juste après le chaos. Elle est effectivement l'élément primordial d'où sont nées toutes les races divines. Alors la terre, elle est à l'origine de toute création. Souvenons-nous que dans la Genèse, Adam a été formé de la terre et Adama, c'est la terre en hébreu, la terre rouge d'ailleurs. Donc la terre, l'ensemble des océans, tout ça est protégé par la terre. Parce qu'effectivement, sous l'eau, vous avez la terre. Et la terre va même tout protéger de son centre, puisqu'en son centre, on sait que c'est une boule de feu. Et au départ, effectivement, c'est sur notre bonne vieille terre qu'ont eu lieu les premiers voyages. Si on ne voyage pas, on est immobile. Et l'immobilité engendre une certaine mort. Et je pense, à propos d'immobilité et d'attente, au livre « Le désert des Tartares » de Dino Buzzati. Si on ne bouge pas, il ne se passe rien. Le voyage initiatique, lui, il a traversé l'espace et le temps. Et aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, il peut aussi prendre la forme de road movie, genre cinématographique où tout passe sur la route. Les protagonistes, en voiture ou en moto, parcourent les grands espaces, recherchant, comme leurs aïeux, la clé des énigmes de la vie de l'univers. Et le plus souvent, ça s'achève mal. Et là, j'ai choisi un film que je pense tout le monde connaît, qui est effectivement une quête vers la liberté, c'est Easy Rider. Alors, c'est dans un contexte un peu différent, c'est effectivement dans celui de l'Amérique des années 60, 70. Et ce sont deux jeunes hommes libres qui cherchent la liberté, qui vont aller de Los Angeles à la Louisiane. Et là où ça devient intéressant, c'est que je vous disais tout à l'heure que tous les voyages initiatiques vont des ténèbres à la lumière. Leur voyage, en fait, il va à rebours de l'histoire des États-Unis, puisqu'en fait, l'histoire des États-Unis, elle va d'est en ouest. Eux, ils partent d'ouest au sud. Donc, en fait, ils se dirigent vers la Louisiane parce qu'ils cherchent la lumière de la Nouvelle-Orléans. Ils vont faire des rencontres. Toutes ces rencontres vont les modifier, les faire changer. Et surtout, dans ce film, à la recherche de la liberté, ils vont montrer les valeurs de cette Amérique qu'ils n'aiment pas, en fait. Et s'ils vont dans le Sud, rappelons-nous ce que c'était que cette Amérique du Sud, une Amérique ségrégationniste et intolérante. Donc, eux, leur objectif, c'est vraiment d'essayer de trouver la liberté. Bien sûr, ils ne vont pas la trouver. Voilà quelques dialogues entre les deux héros. Ne leur dis jamais qu'ils ne sont pas libres. Ils se mettraient à tuer et à massacrer pour prouver qu'ils le sont. Ils vont te parler sans arrêt de liberté individuelle, mais s'ils voient un individu libre, ils prennent peur. Et effectivement, les gens vont prendre peur puisque nos deux héros, qui étaient incarnés par Peter Fonda et Dennis Hopper, vont être assassinés par des rednecks. Donc, le schéma dynamique du voyage initiatique demeure dans ce film. La liberté qui était le but des deux héros s'est révélée être une utopie dont ils ont fait la mortelle expérience. Donc, on voit que le voyage initiatique, c'est aussi quelque chose qui nous meut, qui nous fait réfléchir et qui peut-être aussi nous fait envisager la société sous un autre angle. Deuxième élément, l'air.
Dans Terre des hommes, Antoine de Saint-Exupéry écrit « Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme ». Et rappelons-nous qu'après avoir créé Adam, là, on doit avoir tous l'image en tête, dans la chapelle Sixtine, on voit cette image où Dieu insuffle la vie par le touchement de l'index à Adam. Et effectivement, le souffle va donner l'air, la respiration, l'intelligence et la pensée. L'air, c'est la vie. D'ailleurs, quand on disparaît, ne dit-on pas « il a rendu son dernier souffle ». L'air est omniprésent et il est inaccessible. On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le toucher. Il est à l'image de la liberté. Et par ailleurs, il sépare la terre du ciel. C'est vrai jusqu'au jour où l'aviation va arriver. Donc, cet air qui séparait la terre du ciel va être réuni par l'avion. Avec l'aviation, l'homme s'est libéré de la gravitation et a laissé son esprit s'envoler vers des sphères éthérées. Et c'est bien sûr vers la planète du Petit Prince de Saint-Exupéry que nous allons continuer le voyage. Voici ce qu'écrit Saint-Exupéry. Alors, descendant heure par heure cet escalier d'étoiles vers l'aube, on se sent pur. Quand maintenant, gaz réduit, moteur assoupi, le pilote glisse vers l'escale et qu'il considère la ville où sont les misères des hommes, leurs soucis d'argent, leur bassesse, leurs envies, leur rancœur. Il se sent pur et hors d'atteinte. Et c'est sans doute avec cette image de pureté que Saint-Exupéry va rencontrer le Petit Prince. Il faut rappeler qu'il est tombé du ciel, il est dans le désert, donc a priori, il ne doit pas pouvoir s'en sortir. Et si, puisque ce petit bonhomme apparaît et il lui fait cette demande tout à fait saugrenue, « S'il vous plaît, dessinez-moi un mouton ». Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier et symboliser? Ici, indubitablement, le mouton représente la part d'innocence de notre enfance intérieure, ainsi que la disponibilité de soi et envers les autres. Et par ailleurs, effectivement, on associe aussi le mouton à la douceur de sa laine. Or, si vous vous souvenez bien, notre aviateur, il ne sait pas dessiner. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il lui dessine? Une boîte. Alors, la boîte, c'est intéressant aussi, parce que symboliquement, la boîte contient un secret et préserve du monde son contenu. Elle est comme notre inconscient qui recèle toutes les possibilités. Et comme on ne l'ouvre pas, elle permet à l'imagination de trouver ce qu'on veut. Et tout le monde rêve et imagine devant une boîte comme devant le ciel. Seulement voilà, dans sa version négative, la boîte, elle enferme et on ne peut pas sortir. Et si vous vous souvenez, la boîte de Saint-Exupéry, elle a 3 trous. Donc, elle n'est pas fermée. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une fois qu'il a dessiné cette boîte avec les 3 trous, l'enfant lui dit « Oh, c'est merveilleux, c'est exactement ce que je voyais et ce que je voulais. » Et à partir de là, leur amitié est scellée à tout jamais. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on, par la suite, c'est le Petit Prince qui va tout lui apprendre. Or, si on prend la racine du mot enfant, enfant, c'est celui qui ne parle pas. En plus, l'aviateur, en général, c'est celui qui se déplace. Et puis l'adulte, c'est lui qui enseigne aux enfants. Et là, tout est inversé, puisque l'aviateur est cloué au sol, l'enfant qui ne parle pas lui parle, et en l'occurrence, c'est l'enfant qui va réveiller l'homme et qui va lui révéler tous ses secrets. Il va lui parler de toutes les planètes qu'il a visitées et il va lui faire prendre conscience que l'amitié, l'amour et la valeur des vertus humaines sont plus importantes que tout le reste. Donc voilà notre Petit Prince qui va effectivement permettre de comprendre à l'homme, un homme en pleine maturité, que la société dans laquelle il vit ne met pas en valeur les vraies vertus, celles qui fondent notre humanisme. Et puis grâce à notre Petit Prince, Saint-Exupéry, qui était perdu dans le désert sans eau, va trouver un puits. Et donc l'eau va le régénérer. Donc on arrive au 3e élément, l'eau. Liée à la naissance et à la régénération, sa pureté et sa transparence dissolvent les souillures. Si elle est l'élément de purification et de protection par excellence, elle est aussi la boisson de base indispensable aux hommes. L'eau, elle peut être fontaine, rivière, tout ce qu'on veut. Et si on suit un peu les actualités, elle peut aussi être
torrent, boue, et elle peut aussi tout détruire sur son passage. Donc, encore une fois, il y a toujours l'ambivalence. L'eau nous fait vivre, mais l'eau, elle peut aussi nous détruire et nous engloutir. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est qu'en fait, l'eau, elle polit la pierre brute. Et ça, il faut qu'on s'en souvienne aussi. Et là, le héros auquel j'ai pensé, bien évidemment, quand on dit traverser les mers, j'ai pensé à Ulysse. Et dans son voyage initiatique, ce qui, à mon avis, est le plus important, c'est que ce n'est pas un départ. Son voyage initiatique, c'est un retour. Et là, ça change complètement la donne. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de l'histoire, Ulysse, il part auprès des Grecs se battre à Troie, pour la ville de Troie. Et puis quand il veut rentrer, il a un petit problème, il croise le cyclope Polyphème et il lui crève un œil. Or, il se trouve que le cyclope était le fils de Poséidon, dieu de la mer. Et à partir de là, Poséidon va se venger. Et Ulysse va aller d'île en île, et au lieu d'avancer, de se rapprocher de son île, de son Ithaque, à chaque étape, il va reculer. Il va reculer géographiquement, mais il va avancer moralement et spirituellement. Et si Ulysse va d'île en île, symboliquement, ce qui est très intéressant, c'est que l'île est le lieu même de l'initiation. L'île est un endroit isolé, clos, et effectivement, on médite sur une île, puisqu'on est enfermé. Donc, loin de faire un voyage, il fait un retour, et son retour n'est que semé d'embûches. Mais on l'a vu, ce sont les épreuves qui forment les hommes. Et Ulysse va d'épreuve en épreuve. Et surtout, ce qui est mis en valeur avec ce héros, c'est ce que les Grecs appellent sa métisse. Métisse, c'est son intelligence doublée de sa ruse. Mais pas dans le côté négatif. Il a une ruse vraiment liée à l'intelligence. Souvenez-vous comment il rentre dans Troie grâce au cheval de Troie, ou comment il arrive à ne pas... Il entend le chant des sirènes, mais il arrive à ne pas résister aux sirènes. Or, Ulysse est vraiment le héros qui résiste. Il sait résister à l'ensemble des tentations. Et effectivement, il va finir par arriver dans une île où il va rencontrer une femme qui va tomber éperdument amoureuse de lui, c'est Calypso. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Calypso va le garder 7 ans prisonnier sur son île. Et lui n'a qu'une envie. Ulysse, c'est vraiment l'image de l'homme fidèle. Depuis le début, il veut rentrer à Ithaque, il veut retrouver Pénélope. Et Calypso use de tous les moyens pour le garder vers elle. Et elle va même jusqu'à lui proposer l'immortalité. Et là, c'est intéressant parce qu'il retrouve Gilgamesh, cette même problématique. Qu'est-ce que c'est qu'être un être humain? Il va refuser l'immortalité pour retourner auprès de Pénélope et de retrouver son île Ithaque. Et il va y arriver parce qu'effectivement, il est passé par les différentes métamorphoses et les différentes transformations et il va devenir meilleur. Le but des voyages est de passer par chaque élément, c'est de s'améliorer et d'être un autre, mais un autre beaucoup mieux. Donc, il va retrouver chez lui, il va retrouver sa femme et toutes les vertus humaines, son humanité et sa fragilité. Quatrième élément, et le dernier, le feu. Alors, le feu, c'est pareil, il est ambivalent. On a besoin de lui pour vivre, puisque c'est lui qui va permettre aux récoltes de voir le jour, mais dans le même temps, le feu peut nous brûler et nous détruire. Et donc, là, le voyage que j'ai choisi, voyage plus contemporain, c'est celui de Théodore Monod. Alors, Théodore Monod, c'est intéressant parce qu'il fait directement le lien avec l'eau, parce que sa première formation, il est océanographe. Donc, il arrive sur les rivages de Mauritanie. Là, on lui propose de faire une méharée, et du coup, il abandonne l'eau. Moi, je vais en prendre un peu. J'ai plus de voix. Il va abandonner l'eau pour choisir le feu. Et à partir de là, il va s'installer effectivement dans le désert. Mais d'abord, le feu, ce n'est pas si négatif que ça. Certes, c'est le soleil, mais si je parle vraiment du feu, c'est en frottant des silex que l'humanité a vraiment existé.
Et quelque part, le feu, c'est vraiment une image de la générosité. Parce que je peux vous donner une braise, il me restera le feu. Et avec cette braise, vous pourrez faire du feu. Et à votre tour, vous pourrez donner cette braise et quelqu'un d'autre pourrait refaire le feu. Elle est à l'image de la transmission et de la propagation du savoir. Donc, Théodore Monod va se retrouver donc dans ce désert et il va vivre aussi des expériences terrible et très difficile. Alors il faut savoir un détail qui est quand même important, c'est que Théodore Monod était fils de pasteur. Donc le côté mystique ne l'a pas du tout gêné. Il a vraiment été très heureux dans ce désert. Et il a cette phrase que personnellement je trouve magnifique et que depuis que je l'ai lue, je la médite régulièrement. Il dit à propos du désert: dans le désert, on marche souvent droit car il n'y a rien à contourner. Alors cette phrase, au-delà de ce qu'elle peut nous faire sourire, moi, elle me fait beaucoup réfléchir et méditer. Qu'est-ce que le désert? Qu'est-ce que marcher? Qu'est-ce que marcher droit? Qu'est-ce que contourner? Et ça nous parle aussi. Donc effectivement, pour certains, le désert est une terre aride, sans hommes, c'est une terre de souffrance, c'est la terre des ermites et de la pénitence, c'est le lieu de châtiment du peuple d'Israël qui va y errer pendant 40 ans. Et c'est pourtant dans ce même désert que ce même peuple va recevoir la manne providentielle qui va le sauver. Alors, une chose est vraie, c'est que sans eau, le désert n'est que désolation. Avec de l'eau, il est fécondité. Et là, je voudrais revenir sur l'histoire précédente. Les terres brûlées par le soleil sont des lieux extrêmes. Mais souvenez-vous où a atterri Saint-Exupéry. Et voilà ce qu'il écrit sur le désert. « J'ai toujours aimé le désert. On s'assoit sur une dune de sable, on ne voit rien, on n'entend rien, et cependant, quelque chose rayonne en silence. Ce qu'il y a de beau dans le désert, c'est qu'il cache un puits quelque part. » Encore une fois, on a cette idée qu'on a depuis le début avec les quêtes, qu'il faut chercher quelque chose, qu'il y a quelque chose de perdu ou quelque chose à trouver. Idem pour le Graal, il fallait le chercher, le trouver. Et là, le Graal, c'était aussi une coupe qui était porteuse de lumière. Dans l'idée, c'est vrai que c'était le message du Christ. Mais ce message du Christ, il était aussi symbolisé par la lumière. Donc on va toujours chercher la lumière. Alors, Théodore Monod, il va partir à la recherche de quelque chose dans le désert parce qu'il a entendu dire qu'il y a une météorite qui s'y est écrasée et il va la chercher. Il va la chercher, mais pendant des années, il va faire plusieurs expéditions et il dit « Nous avons beaucoup marché et nous n'avons rien trouvé. » Mais là, la question qu'on peut se poser, n'a-t-il vraiment rien trouvé ? En parcourant chaque étendue désertique, en fait, il le dit, il a découvert la beauté et le bonheur. Il écrit « Le désert en tant que tel est très émouvant. On ne peut rester insensible à sa beauté. Le désert est beau parce qu'il est propre et ne ment pas. Sa netteté est extraordinaire. Le désert appartient à ces paysages capables de faire naître en nous certaines interrogations. » Comme la phrase « Dans le désert, on marche droit parce qu'il n'y a pas grand-chose à contourner. » Marcher dans le désert, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais c'est toujours un pari. Un puits à sec, et c'est immédiatement la vie qui est condamnée. Et c'est ce qui est aussi arrivé à Théodore Monod. Il était dans le désert, il allait à un puits, et le puits était à sec. Sa fin était proche, quand tout d'un coup, par un hasard extraordinaire, quelqu'un est arrivé et lui a apporté de l'eau. La probabilité qu'il rencontre quelqu'un était absolument infime. Donc, on peut dire aussi que le désert, d'une certaine manière, est l'antichambre de la Renaissance. Et là, un autre auteur qui parle de l'ermite moderne et qui est passionnant, Le Clésio, il fait parler son héros Lala dans le livre Le désert. Voilà ce qu'il écrit. Chaque pas qu'il faisait était comme la mort d'une personne qui effaçait ses souvenirs, comme si la traversée du désert devait tout détruire, tout brûler dans sa mémoire, faire de lui un autre garçon. Donc l'idée, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'effectivement, ces voyages essayent de nous rendre autres. Voyager, c'est passer du temps à parcourir des lieux. Et plus encore, c'est d'être marqué par ce déplacement spatio-temporel. Rappelons la phrase de Lévi-Strauss dans Triste Tropique. On court le monde,
d'abord à la recherche de soi. La recherche initiatique est une expérience personnelle. Elle nous fait voyager, passer par les 4 éléments et enfin, le plus difficile, nous retrouver face à nous-mêmes. Elle nous apprend à nous délivrer des préjugés et des apparences, à penser sans limite, à regarder nos frères et sœurs d'humanité avec des yeux neufs et enfin à agir sans limite ni entrave, continuant ainsi la quête de sens commencée depuis les temps anciens. Nous persistons à chercher la lumière, car nos esprits sont libres au-delà de ces murs et au-delà des frontières. Nous sommes les gardiens d'un très ancien secret qui s'alluma dans le cœur fraternel de l'humanité à son berceau. Oui, vous m'entendez là, oui. Juste une chose, c'est que ces dames pourraient bien entendu rentrer dans la caverne de Platon. Si vous connaissez un petit peu l'allégorie de la caverne de Platon, vous comprendrez. Elles rentrent pour nous désenchaîner et nous montrer la vraie vérité, la lumière ou le feu. Et ensuite, le travail de chacun d'entre nous, c'est de redescendre dans la caverne et de désenchaîner d'autres personnes. Je voulais juste vous dire également que ce soit Madame Furnement ou que ce soit Madame Kaufmann ont écrit 2 livres, notamment Madame Furnement, Toulouse, Art Nouveau, période 1890-1920, qui est absolument extraordinaire et on découvre 1000 choses. Et ensuite, Violente Marianne de Toulouse. Ensuite, quant à Madame Kaufmann, elle a écrit donc Les couleurs du désir, ces femmes sans qui les chefs-d'œuvre n'existeraient pas. Et ensuite, elle a également écrit De la loge à l'atelier, peintre et sculpteur franc-maçon. Ces 4 livres sont en vente ici à côté, dans les 2 librairies. Et si vous le souhaitez, ils peuvent être dédicacés par ces dames. Je vous remercie infiniment de votre attention et j'espère que dans 2 ans, vous serez encore là pour profiter de la connaissance de ces 2 dames. Merci infiniment à vous.